La justice française a enfin accepté d'extrader François Compaoré, attendu par la justice burkinabé dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Les avocats du mis en cause ont déjà fait appel. Vous entendrez le ministre de la Justice et le ministre burkinabé de la Justice dans ce journal. Une autre question d'extradition. Pierre Buyoya, ancien président burundais, affirme qu'il ne craint pas un transfert dans son pays, qui a lancé un mandat d'arrêt contre lui, l'accusant d'être mêlé à l'assassinat de l'ancien président Hutu Melchior Dadaye. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Cette information pour commencer au Burkina, 3 gendarmes ont été blessés dans une nouvelle attaque contre la brigade de gendarmerie, contre une brigade de gendarmerie dans le nord du pays. Une attaque attribuée aux djihadistes. Les assaillants ont également incendié 3 véhicules et criblé de balles le bâtiment de la gendarmerie. La justice française a donc marqué son accord ce mercredi pour l'extradition de François Compaoré vers le Burkina. Le Burkina qui doit le juger dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Mais les avocats du frère cadet de Blaise Compaoré ont déjà annoncé un pourvoi en cassation. Également, cette extradition devait faire l'objet d'un décret gouvernemental français. Que dans ce domaine, il n'y a pas lieu de se réjouir ou pas, c'est tout simplement de dire que cela montre que le dossier monté par la justice burkinabé a été monté avec tout le sérieux nécessaire et que contrairement à ceux qui estimaient que c'était un dossier vide et politique, ce dossier est bel et bien lourd et qu'il a été monté conformément aux règles de droit. Je rappelle que la décision, l'avis favorable qui a été rendu par la Chambre de contrôle de la Cour d'appel de Paris est conforme aux réquisitions du procureur général. Lorsqu'en matière de justice, les réquisitions du procureur sont conformes à une décision qui est prise, ce qui veut dire que sur toute la ligne des acteurs, les arguments qui ont été invoqués sont fondés. C'est une victoire d'étape, mais vous savez qu'il est toujours bon d'être le vainqueur de la victoire d'étape. Parce que nous avions émis un mandat d'arrêt contre M. François Compaoré, qui a donc, c'était lui qui était dans la position défensive. Aujourd'hui, le Burkina a obtenu gain de cause pour la première étape. M. François Compaoré se retrouve maintenant dans la situation de celui qui doit maintenant se battre et nous sommes dans la situation de ceux qui doivent se défendre. Donc, je pense que c'est une victoire d'étape. C'est les procédures comme ça. Même au plan interne, les décisions sont toujours l'objet de recours. Donc, nous nous réjouissons de cette victoire d'étape, comme je l'ai dit, qui a été obtenue avec un accord unanime. Le parquet avait requis favorablement à l'extradition, le siège a accédé, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas pour le moment de voix discordante sur en tout cas le bien fondé du dossier. Maintenant, effectivement, ces avocats conformément au test ont le droit de faire de pourvoi, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait, et donc nous allons nous préparer au niveau avec nos conseils pour faire face. Parce que maintenant, je retiens, il appartient à M. François Compaoré de développer les arguments qu'il estime nécessaires pour contrecarrer l'arrêt et nous allons attendre pour réagir. L'autre extradition en question dans ce journal, l'ancien président burundais Pierre Buyoya a affirmé n'avoir pas de crainte à être extradé suite au mandat d'arrêt lancé contre lui. La justice burundaise l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Hutu Melchior Dadaye en 1993, un assassinat qui fut déclencheur de la guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts. Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président burundais Pierre Buyoya et ses anciens hauts responsables pour leur rôle présumé dans l'assassinat en 1993 de Melchior Dadaye, premier président hutu démocratiquement élu du pays, a annoncé vendredi le procureur général. La liste commence par celui de Buyoya et comprend 11 hauts gradés des forces de sécurité et 5 de ses anciens proches collaborateurs civils, aujourd'hui à la retraite et en exil. Le procureur général a estimé qu'il est impérieux qu'ils soient interrogés sur le rôle qu'ils auraient joué dans ce crime et demandé que les pays qui les hébergent puissent les arrêter et les extrader au Burundi afin qu'ils puissent s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Je ne crains absolument pas d'extradition ni par au Mali ni par d'autres pays parce que les records du gouvernement du Burundi en matière de droits de l'homme sont faits que il est difficile de comprendre que les gens soient extradés vers ce pays. Aujourd'hui,
encore une fois, si vous considérez le record du gouvernement du Burundi en matière des droits de l'homme, il est difficile de douter, il est difficile de croire que ce gouvernement puisse, dans ce pays, on puisse tenir un jugement équitable. Et tous les jugements qui ont eu lieu jusqu'à présent montrent que cette capacité n'existe pas. Donc, le jour où on retournera à les dispositions de l'accord d'Arusha, je suis prêt à me présenter devant la commission Vérité et Réconciliation. Il s'agit d'une manœuvre dangereuse politiquement. Pourquoi? Parce que c'est une manœuvre qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une manœuvre qui ferme la porte à la réconciliation et qui nous ramène tout droit dans le conflit ethnique du passé. Alors, moi, je lance un appel aux autorités de mon pays d'abandonner une approche comme celle-là. Pierre Buyoya est l'actuel représentant de l'Union africaine au Mali et l'une des personnalités africaines estimées et écoutées dans les forums internationaux. Le major Buyoya, un Tutsi, avait été porté au pouvoir par l'armée en 1987. Il avait cédé sa place à Melchior Ndadaye, élu démocratiquement en juillet 1993. Il était ensuite revenu au pouvoir entre 1993 et 2003. L'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre intervient une semaine après l'arrestation à Bujumbura de 4 hauts gradés Tutsis de l'armée à la retraite, accusés d'être parmi les auteurs de l'assassinat de Ndadaye. Cet assassinat avait été à l'origine d'une guerre civile qui a fait plus de 300 000 morts et opposé l'armée à des mouvements rebelles Hutus. Une dizaine de soldats ont été condamnés en 1998 dans un procès considéré comme celui des exécutants. Aucun des nombreux hauts gradés cités dans cet assassinat n'avait été inquiété. Depuis, les dirigeants politiques, les membres de l'ancienne armée et des mouvements rebelles avaient bénéficié d'une immunité provisoire, alors que l'accord de paix d'Arusha en 2000 avait prévu que tous les crimes commis relèvent désormais de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Le nom de Pierre Buyoya avait été cité par certains en lien avec cet assassinat, mais sans que l'ombre d'une preuve ne soit jamais apportée. Le pays est aujourd'hui dirigé par le parti CNDD-FDD, issu de l'ancienne principale rébellion Hutu. Au Togo, les églises évangéliques, méthodistes et presbytériennes ont appelé au report des élections législatives prévues le 20 décembre prochain. Des élections boycottées par les principaux partis d'opposition qui dénoncent des irrégularités. Le Togo traverse une grave crise politique depuis plus d'un an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Faure Gnassingbé. Ce dernier a succédé en 2005 à son père qui avait dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. L'opposition réclame notamment des réformes constitutionnelles pour permettre la limitation des mandats présidentiels et pour ce qui est des législatives, la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et la reprise de toutes les activités déjà menées par cette institution. Campagne présidentielle en République démocratique du Congo, le ticket Tshisekedi Kamere poursuit la conquête de ses électeurs dans l'est du pays. Ce mardi, ils étaient à Goma, capitale du Nord Kivu, qui représente 10% de l'électorat du pays. Les deux alliés y ont sévèrement critiqué Martin Fayulu, l'autre candidat de l'opposition accusé de vouloir retarder l'élection. Le candidat Tshisekedi et son potentiel premier ministre en cas de victoire, Vital Kamerhe, ont aussi critiqué sévèrement l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qu'ils accusent de vouloir retarder l'élection et donc le départ du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire si, oui ou non, le 23 décembre, ils vont aller aux élections. Et nous disons, ça c'est une position
qui permet de maintenir Joseph Kabila et sa médiocrité aux affaires. C'est surtout Vital Kamerhe, originaire du Sud Kivu voisin, qui a longuement pris la parole en Swahili au cours de cette réunion publique en plein air, sans incident ni passion particulière, devant 2 à 3 000 personnes. Kamerhe est longuement revenu sur les raisons pour lesquelles Tshisekedi et lui s'étaient retirés de l'accord de Genève qui avait désigné M. Fayulu, candidat unique de l'opposition. Il y avait des rumeurs qui circulaient en disant qu'ils sont des caméléons, voilà comme ça comment ils se sont retirés de l'accord de Genève, ils sont allés à Nairobi, voilà ils sont des caméléons, et voilà Kamerhe, il avait d'abord trahi encore le Congo, je ne sais pas en 2000 combien, c'était des rumeurs qui circulaient et nous on ne savait pas où se situer réellement. Et alors avec ce qu'il vient de nous montrer, vraiment on est convaincu car il vient d'éclaircir les rumeurs. Prenant la parole à son tour en français, Félix Tshisekedi, originaire du Saï et bien implanté à Kinshasa, s'est montré au moins assez sévère envers son rival de l'opposition Fayulu qu'envers le dauphin du président Kabila, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Kamerhe a été le meilleur président de l'Assemblée de l'histoire de notre pays. Donc ça veut dire qu'avec lui à la primature demain, nous allons avoir le meilleur premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Fayulu affirme qu'il veut aller aux élections du 23 décembre sans la machine à voter, sans pour autant parler de boycott. Tshisekedi et Kamerhe veulent des élections avec ou sans machine à voter. Tshisekedi a promis de lutter contre les dizaines de troupes armées qui convoitent les richesses minérales des 2 Kivu. La promesse la plus importante d'après Dieudonné, 22 ans, étudiant en sciences, qui dit « Dans l'Est de la République, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes d'insécurité, avec les tueries à Béni, les gens égorgés dans les champs et dans les quartiers. » Actualité au Cameroun, les poursuites engagées contre 52 opposants ayant manifesté fin octobre contre le hold-up électoral lors de la présidentielle du 7 octobre remportée par Paul Biya ont été abandonnées mardi à Douala, a indiqué leur avocat, maître Emmanuel Sim. En Centrafrique, la sonnette d'alarme est tirée. 2 tiers des enfants ont urgemment besoin d'assistance humanitaire. Plus de 43 000 d'entre eux, âgés de moins de 5 ans, devraient être confrontés à un risque extrêmement élevé de décès dû à la malnutrition aiguë sévère. Des chiffres communiqués par l'UNICEF. La Centrafrique est depuis des années meurtrie par les conflits entre groupes armés. Le viol, la malnutrition, le sida, le travail forcé dans les groupes armés, aucun de ces mots n'échappe les enfants de Centrafrique en conflit, dont 2 sur 3, soit 1,5 million, ont besoin d'assistance humanitaire selon l'Organisation des Nations Unies. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que 1,5 million d'enfants centrafricains ont besoin d'aide humanitaire et 1,5 million d'enfants, c'est 2 enfants sur 3 dans le pays. 50 conflits armés, ça veut dire que les enfants ont besoin d'aide dans quasiment tous les domaines aujourd'hui. Ils ont besoin d'aide depuis la naissance jusqu'à la petite enfance pour avoir accès aux soins de santé primaire et aux soins de nutrition. Ils ont besoin un peu plus grand d'aller à l'école, ils ont besoin d'être protégés contre le recrutement par les groupes armés. Aujourd'hui, la vie est peut-être encore plus difficile et plus dangereuse pour ces enfants qu'elle n'était au plus fort de la crise. Il y a 5 ans, note un rapport de cette organisation sur la situation des enfants de Centrafrique, publié le 30 novembre et intitulé « Une urgence négligée ». Selon des chiffres de l'ONU, l'espérance de vie y est de 52 ans. 3 personnes sur 5 vivent avec moins de 1,9 $ par jour et près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. L'enfance n'est pas épargnée par ces statistiques alarmantes. La mortalité néonatale y est la plus élevée au monde, avec un enfant sur 24 qui meurt dans les 28 premiers jours de sa vie. Le nombre d'enfants atteints de malnutrition sévère ou aiguë est passé de 32 348 à 43 000 entre 2014 et fin 2018. Les maladies qui sont graves pour les enfants, il y en a très nombreux. On va en citer en premier lieu la malnutrition.
la prématurité, et le palud aussi qui sévit. L'hôpital de Bangui est le seul du pays à disposer de pédiatres au nombre de 5, les régions en grande partie sous la coupe de groupes armés étant totalement démunies en équipements et en personnel. Tour à tour, les 61 enfants qui s'y trouvent aux côtes parfois sanglantes, placés sous une balance pour surveiller l'évolution de leur poids. En général, l'hospitalisation dure 8 jours. Le recrutement forcé par ces groupes armés est un autre fléau pour les enfants centrafricains. 14 000 ont été recrutés par ces groupes depuis 2012 selon l'ONG Child Soldier International. Le conflit qui ravage la Centrafrique depuis 2013 a en outre entraîné d'importants déplacements de population. Quelques 620 000 personnes ont dû fuir les violences, dont 573 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, notamment au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo, RDC. Le premier forum dénommé Entreprendre en francophonie a refermé ses portes ce 5 décembre. Tenu à Madagascar, l'événement a réuni des entrepreneurs, des institutions publiques, des organisations de la société civile notamment. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine, Malik Sarr. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler davantage de ce forum et de l'esprit qui sous-tend un tel rendez-vous? Ce forum, comme son nom l'indique, c'est un forum destiné principalement à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Et l'esprit du forum d'Antananarivo n'est pas différent de ceux des autres, sauf que chaque région a ses spécificités. Nous voulons d'abord que ce forum permette de lever les freins à l'investissement, les freins au lancement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat, les freins à la prise en charge, à l'autoprise en charge des jeunes. Car vous savez que dans le pays, là les problématiques sont à peu près les mêmes que sur le continent. Dans le pays, les instruments juridiques, les instruments financiers à la disposition des jeunes qui veulent se lancer ne sont pas toujours efficients. Au niveau maintenant de l'océan Indien, nous souhaitons mettre l'accent sur trois aspects. L'agrobusiness, car vous savez qu'ici, l'agriculture, j'allais dire, de manière générale, est abondante, on va dire, elle est favorable, et nous souhaitons que la jeunesse se lance dans ce secteur. Le deuxième aspect qui motive, en tout cas qui peut l'intérêt certain pour la région océan Indien, c'est l'économie bleue. Comme son nom l'indique, nous sommes entourés d'océans et le pays de la région doit absolument capitaliser cette position liée donc à la géographie de la région. Le troisième élément très important, c'est le numérique. Il se trouve que le canal du Mozambique aujourd'hui, par rapport à d'autres régions du monde, est bien irrigué, bien outillé par la fibre optique. Et ce serait dommage de ne pas s'appuyer sur cette abondance numérique entre guillemets pour ne pas impulser le développement. Voilà un peu les trois aspects spécifiques à la région océan Indien qui sont mis en exergue au cours de ce forum. Et à travers ces ambitions du forum déclinées, quel est le bilan que vous faites au terme de 3 jours d'échange? Alors, nous avons rencontré une jeunesse très dynamique, très motivée, très engagée, une jeunesse qui en veut, une jeunesse qui refuse la fatalité, une jeunesse qui est consciente des difficultés des fonds, une jeunesse qui veut vraiment s'en sortir. Vous savez, ici, le mot résilience prend toute son importance, en particulier à Madagascar. La résilience ici, j'allais dire, est transformée en un atout. Vous entendez tous les jours parler de séminaires pour le renforcement de la résilience dans nos pays. Ici, elle est presque naturelle, la résilience. Elle est là. Le jeune malgache, il est dans la résilience depuis son enfance. Le jeune malgache se bat depuis son enfance pour s'en sortir. Et nous sommes heureux que le IF le permette de rencontrer d'autres jeunes de la région, d'échanger des expériences, d'écouter des experts et de pouvoir moderniser leur façon de faire et surtout de savoir que telle ou telle porte est ouverte pour leur permettre d'impulser leur activité.
Enfin, Malik Sarr, des perspectives ont certainement été dégagées. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? La principale perspective, c'est le financement. Vous savez, les jeunes sont très créatifs. Ils ont des idées, ils transforment ce que la nature leur offre, ils font de l'agrobusiness, ils sont dans l'économie bleue, dans l'économie verte. C'est le manque de financement le principal problème. Donc l'idée de l'OIF, non seulement c'est de leur montrer les portes où il faut taper, parce que nous ne sommes pas seuls. L'OIF fait de l'accompagnement. L'OIF facilite la mise en relation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de B2B au cours de ces 2 jours. Et l'OIF est là pour les outiller, pour aller vers le structure de financement. Voilà l'un des aspects positifs de ce forum, parce que parfois les jeunes se lancent, mais ils ne savent pas quel porte taper. L'OIF est là pour leur dire non, c'est ici et ici. Et l'OIF se porte garant de la qualité du projet présenté par les jeunes. Voilà, merci à vous Malik Sarr. On le rappelle, on était avec Malik Sarr qui est représentant de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine, et avec lui il était question de la première édition du forum Entreprendre en francophonie tenu à Madagascar les 3, 4 et 5 décembre. À cette information en bref, en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Diom Soro, a annoncé sur sa chaîne de télévision en ligne qu'il cherchait un stage après avoir obtenu un diplôme en finance. Avant de refermer ce journal en Afrique du Sud, la révision constitutionnelle fait débat au Parlement. Les conclusions de la commission en charge de cette tâche sont examinées. Des auditions ont été menées à travers le pays afin de déterminer s'il fallait ou non autoriser l'expropriation des terres sans compensation. L'ANC a eu 25 ans pour s'attaquer au problème de la réforme de la propriété et ils ont lamentablement échoué. Ce qu'ils ont accompli pourrait remplir le fond d'un dé à coudre. La Cour des revendications territoriales a été gravement négligée et a manqué de ressources pendant plus de 17 ans, période au cours de laquelle elle n'a eu au mieux que 4 juges et aucun juge président permanent. L'Alliance démocratique s'oppose à l'amendement arbitraire de la Constitution. Nous souscrivons à la propriété totale des terres par l'État, qu'il s'agisse de religion, de directions traditionnelles, de commerce, d'écoles ou de résidences. Nous devons tous résider sur des terres appartenant à l'État. Nous avons pris une résolution de transformation économique radicale et c'est le début de cette transformation parce que les gens avaient l'impression que, bien que nos politiques soient en place, nous ne les appliquions pas correctement. C'est pourquoi la question de la terre a été soulevée et beaucoup d'autres le seront pour ce qui est de donner aux gens une véritable liberté. Pas seulement la liberté politique, mais aussi la liberté économique. Voilà, c'est la fin de ce journal. La prochaine session d'information est à 20h avec Mariam Tougma. Bonsoir.